Et je vous le disais, le coup d'envoi de la COP21 a été donné ce matin au Bourget en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement. À cette occasion, nous vous proposons un reportage sur les bouleversements climatiques au Bangladesh. Dans ce pays de 160 millions d'habitants, très densément peuplé, plus de 1200 habitants au kilomètre carré, le dérèglement climatique alimente la pauvreté avec des typhons de plus en plus fréquents et le niveau de la mer qui monte. Des villages entiers sont engloutis sous les eaux et les terres arables se salinisent. Résultat, des milliers de Bangladais fuient vers les villes. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Edouard Vedder et Louise Kaminka. En plein cœur de Dhaka, le quartier Corail, l'un de ces bidonvilles champignons où la population s'est multipliée par 10 en seulement 30 ans. Chaque année, ils sont des milliers à venir s'installer ici, comme Jafar, arrivé il y a 2 ans. Jafar avait pourtant sa propre ferme et des revenus décents. Mais en 2013, le cyclone Viyaru a ravagé sa maison et ses terres. Moi, j'aimais bien la vie au village. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Mais avec le cyclone, j'ai perdu ma maison et mon travail. Je n'avais plus le choix. Jafar a économisé 1 an pour pouvoir faire venir sa famille. Il a aujourd'hui son petit commerce et loue ce minuscule abri de tôle. Là, c'est le coin où on range nos affaires, les habits et mes outils. Et puis, c'est là qu'on dort. Comme Jafar et sa famille, il serait déjà un demi-million. 500 000 personnes poussées par le réchauffement climatique des campagnes du Bangladesh vers les bidonvilles de la capitale. Mon village est très beau, mais les gens s'en vont tous. J'ai même retrouvé des amis ici. Mais la vie est beaucoup plus dure dans la ville. Je voudrais qu'on économise pour repartir là-bas. Au sud du pays, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont en première ligne du réchauffement de la planète. Là où les maisons ressemblent à des embarcations à la dérive et leurs habitants à des naufragés. Ici, la population a toujours été confrontée aux excès du climat, mais la fréquence des cyclones a changé la donne. Il y a un demi-siècle, un typhon tous les 20 ans. Aujourd'hui, tous les 2 ans en moyenne. Kalpana élève ses 3 enfants au rythme de ces violents caprices de la nature et de la lente et inexorable montée des eaux. Avant, on habitait de l'autre côté, mais il y a eu un ouragan. Alors, on s'est installé par là, un peu plus loin. Mais la maison a été détruite par la rivière. La montée des eaux, l'autre conséquence du réchauffement. Ce village est d'ailleurs construit sur un ancien cimetière chrétien, désormais inondé. On estime que 20 à 30 millions de Bangladais comme Kalpana seront réfugiés climatiques d'ici 2050. La vie en état d'urgence permanent. Vous voyez, on est toujours prêt. Ça, c'est un sac avec des vêtements. On prend les oreillers pour dormir, les affaires d'école des enfants et un peu de nourriture. Le reste, on le met en hauteur et on n'a plus qu'à prier. Les eaux de l'Himalaya se déversent dans l'océan à travers le Bangladesh. Ce pays delta, extrêmement plat, est frappé régulièrement par les inondations et les cyclones. C'est aujourd'hui la nation la plus vulnérable face aux bouleversements climatiques, devant l'Inde et Madagascar. Toute cette partie-là est très plate. Et une légère élévation de la mer implique une pénétration massive d'eau. Cette ligne montre la zone qui est seulement à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc tout ça sera inondé par l'eau salée. Le Bangladesh, un pays qui s'efface et se salinise. Les scientifiques ont eu beau développer une variété de riz résistantes au sel, les taux de sodium dans la terre deviennent trop importants et rendent les sols stériles. Il y a encore 10 ans, le père de Khalid cultivait ici des dizaines d'hectares de rizières. Cela lui est désormais impossible. Il s'est reconverti dans l'élevage de poissons. Ici, on n'arrive plus à avoir de l'eau douce. Donc on ne peut pas cultiver de riz ou de légumes comme avant. Dans la région, vous ne trouverez que du poisson et de la crevette. À perte de vue, des bassins d'élevage et des millions de litres d'eau salée qui ne font qu'accélérer ce processus de salinisation jusqu'en profondeur. À Mongla, un village pourtant à plus de 50 km des côtes, la nappe phréatique est contaminée par le sel et l'eau potable est devenue un combat quotidien.
Vous voyez ce qu'on est obligé de faire? Ça, c'est de l'eau qu'on achète. Mais cette eau n'est même pas potable. Il faut qu'on utilise ces cristaux chimiques pour qu'elle devienne inoffensive. Victime des cyclones, de la montée du niveau de l'océan et du manque d'eau potable, le Bangladesh vit aujourd'hui l'injustice climatique. Alors qu'un occidental génère souvent plus de 10 tonnes de CO2 par an, un Bangladais en produit 100 fois moins. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Raoul Kenzing. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en géographie humaine à l'université de Neuchâtel. Alors une question d'abord sur l'enjeu de cette COP21. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez qu'un accord satisfaisant va être signé? Bon, c'est très tôt pour le dire. On est à le premier jour, donc on est à l'étape des discours officiels de chaque représentant des États en présence. Certes, beaucoup de belles paroles pour l'heure, beaucoup d'espoir, surtout pour l'heure. De la part de la communauté scientifique, on reste néanmoins un petit peu sceptique, mais comme on est au premier jour, je me permets néanmoins d'avoir de l'espoir aussi. Il faut, c'est important. Et on l'a vu dans le reportage, beaucoup de Bangladais qui vivaient dans les campagnes ont été contraints de s'installer en ville. C'est un phénomène qui empire. Alors comment faire pour endiguer ce phénomène ? Alors là, ce qu'on est en train de parler en fait de migration climatique, les personnes que l'on a souvent appelées les réfugiés climatiques. Pour l'heure, bien difficile de dire ce qu'il y a à faire pour endiguer le phénomène. Par contre, on sait un certain nombre de choses sur les personnes qui sont les plus vulnérables face à ces changements climatiques qui provoquent parfois des déplacements de masse. Et effectivement, le Bangladesh est l'un des pays au monde les plus touchés puisque non seulement il souffre d'inondations massives sur les régions côtières, de l'élévation du niveau des mers et de la salinisation des terres agricoles. Il y a d'autres régions du monde et d'autres populations qui sont à risque. Quelles sont-elles ? Alors effectivement, on dénombre, quand on parle de migration climatique, en général, on identifie 3 types de conséquences du changement climatique qui peuvent induire des migrations. En premier lieu, il y a les sécheresses, les situations de pénurie d'eau, des choses que l'on peut observer par exemple en Afrique subsaharienne. On a aussi les catastrophes naturelles, que ce soit des inondations, des ouragans ou bien des pluies diluviennes. Ça, ce sont par exemple les régions qui se situent vers la région équatoriale, les régions qui sont touchées par des typhons ou des ouragans. On pense par exemple aux Philippines qui sont régulièrement balayées par de très puissants typhons. Et puis, évidemment, un phénomène irréversible attribué au changement climatique qui est la montée du niveau des mers. Alors, l'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050. Ils sont déjà des millions d'après les données recueillies par l'IDMC, l'Internally Displacement Monitoring Center. On parle aussi de ce réfugié, de ce statut de réfugié climatique. Il n'est pas officiel, il n'existe pas encore dans le droit international. Pourquoi ces manquements ? Alors c'est vrai que ça fait longtemps que l'on parle finalement de réfugiés climatiques. Les médias, les ONG ainsi qu'un certain nombre de chercheurs, surtout dans les années 90, dans les milieux universitaires, ont discuté des impacts du changement climatique sur les migrations en évoquant la terminologie de réfugiés. Or, du point de vue légal, les migrants climatiques ne sont pas des réfugiés, au sens juridique du terme. Un réfugié, au sens juridique du terme, renvoie à la Convention de Genève de 1951 et ce sont les personnes qui craignent avec raison d'être persécutées du fait de leur race, religion, nationalité ou appartenance à un groupe social. Et là, on voit que pour l'heure, l'environnement n'est pas reconnu comme un motif de persécution. Donc on voit il y a un vrai problème de ce côté-là. Il faudrait aussi peut-être continuer d'alerter les autorités, le monde, le pays pour que ça change de ce côté-là. Oui, effectivement, il y a un certain nombre d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à l'initiative Nansen qui fait intervenir des acteurs gouvernementaux, notamment comme la Suisse ou la Norvège par exemple, qui tentent de combler ces lacunes dans la protection juridique des personnes contraintes à se déplacer par des catastrophes naturelles. Et là, on parle en particulier
d'essayer d'aider à la préparation en amont du déplacement, la protection, l'assistance pendant le déplacement, pendant la migration, et puis la transition vers des solutions à la suite des catastrophes. Merci beaucoup, docteur Raoul Kenzig, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.